Merci beaucoup. Alors, je vais mettre mon diaporama en plein écran, ce qui veut dire qu'en fait, je ne vais plus vous voir. C'est pas bien grave hein, en même temps, puisque si ce qui est intéressant, c'est ce que je vais présenter sur ce diaporama. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier celles et ceux qui ont pris l'initiative de m'inviter aujourd'hui à ces conférences de la Société française des mondes tibétains. Je suis très heureuse de revenir parmi vous après quelques années d'infidélité du côté des mondes festifs et carnavalesques. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas mes travaux et ma discipline, ethnocénologie, je débuterai ma présentation par un court exposé de mes recherches antérieures et de son cadrage méthodologique afin de vous présenter mon nouveau projet d'étude sur les diasporas tibétaines en scène. Donc, en ce qui me concerne, j'ai une double formation en art du spectacle et en ethnologie, anthropologie. Dans une autre vie, j'ai poursuivi des études de lettres à Paris 7 et enfin en ethnocénologie, des études théâtrales à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et des études d'ethnocénologie à Paris 8 et à une HDR à Paris 4. Vous voyez, et puis j'ai fait du théâtre à Paris 10, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. En parallèle de mes études universitaires, j'ai suivi des formations professionnelles d'artiste de scène en tant que musicienne chanteuse. Je me produis toujours aujourd'hui, artiste danseuse et metteuse en scène avec le statut d'intermittente du spectacle. Ce qui veut dire que j'ai expérimenté par moi-même les formes et les techniques du corps que j'ai étudiées. Après un passage au Théâtre du Soleil en 1997 et une formation auprès d'un comédien balinais de Peter Brook, Tapasodana, et un stage à l'ARTA auprès du maître balinais Imade Jimat et Christina Mustari Formaggio, je suis partie à Bali en 1998 pour y vivre et y apprendre les danses masquées très codifiées au sein de la famille du maître balinais Imade Jimat. J'ai poursuivi mes apprentissages en Inde pour m'initier au Kalaripaya et au Kathakali, des formes d'arts martiaux et de théâtre qui se pratiquent en Inde et au Kerala. Mais en fait, je me suis retrouvée, in fine, à Dharamsala, professeur d'anglais pour les Tibétains réfugiés, interprète parfois pour des bouddhistes français qui avaient besoin d'une interprète anglais-français et prof de théâtre. Durant ce séjour en Inde, donc je suis non, c'était pendant l'an 2000, j'ai également suivi le Dalai Lama à l'occasion de l'initiation du Kalachakra 2000 à Spiti. Et puis en revenant, j'ai souhaité faire une thèse sur la préservation de la culture tibétaine en exil. Étant spécialiste du masque et grâce à ma pratique des danses masquées balinaises, un collègue ethnomusicologue, François Picard, m'a conseillé d'orienter mes recherches sur la mise en spectacle des rituels tibétains pour les scènes internationales. Et j'ai ainsi travaillé sur l'analyse des processus de composition, de recréation et d'innovation des rituels tibétains dansés, Cham, euh, à destination d'un regard extérieur au sein des communautés tibétaines exilées au Népal et en particulier au monastère de Setchen. La traduction que j'ai faite du tibétain en français, du Chami, du festival du 10e jour, Tsechu, a été publiée en français dans un petit livre de vulgarisation à destination d'un large public. Donc c'est en fait un extrait de la thèse. C'était une commande qu'on m'avait faite pour un public plutôt bouddhiste. Alors, hop. Pour vous donner un cadre théorique, je dois néanmoins vous préciser que les études théâtrales à l'université, là où j'ai été formée, sont nées d'un dialogue pluridisciplinaire dans la période de l'après-mai 68. En effet, les études théâtrales s'affranchissent des études littéraires pour se consacrer à l'étude de la représentation comme processus créatif, multimodal, performance, technique du corps. Le corps de l'actrice, performeur, la présence scénique, le training, les apprentissages et la formation sont au cœur d'une abondante littérature, tandis que l'étude de l'événement spectaculaire ne se contente plus au spectacle lui-même ou à sa dimension littéraire. Quant à l'ethnocénologie, c'est une discipline qui est née il y a 30 ans au sein du département théâtre de l'Université de Paris 8, qui, je cite, se propose d'être aux pratiques et aux formes spectaculaires humaines ce que l'ethnomusicologie est devenue pour le phénomène musical.
très inspiré par la lecture de How Musical Is Men de John Blacking, publié en 1973, et sa notion de, je cite, son humainement organisé. Jean-Marie Pradier, un cofondateur de la discipline, invite, je le cite, à proposer provisoirement la définition de l'ethnocénologie comme l'étude dans les différentes cultures des pratiques et des comportements humains spectaculaires organisés. Alors bien sûr, depuis la définition a un petit peu évolué, mais c'était pour vous donner un cadre d'analyse. Et puis surtout, la motivation de la création de l'ethnocénologie au sein des études théâtrales ou des études en art du spectacle en France, du moins, était là pour essayer de tempérer tous les biais ethnocentriques qu'on pouvait avoir sur les cultures du monde. Au-delà de la lecture de John Blacking, Jean-Marie Pradier était aussi très inspiré par évidemment les lectures de Marcel Mauss et en particulier sur les techniques du corps. Donc, l'étude des pratiques artistiques ou des faits spectaculaires attentives aux techniques du corps, qu'elles soient régies par des règles sociales traditionnelles ou engagées dans la modernité, nécessite, tout comme les ethnologues ou les anthropologues, des terrains longs, un apprentissage de la langue, une contextualisation géographique, historique, sociologique, politique, religieuse, qui analyse l'esthétique et la symbolique et parfois même nécessite un apprentissage des pratiques afin d'accéder à un tacit knowledge, pour reprendre l'expression du metteur en scène Eugenio Barba, dont vous voyez là un des ouvrages sur l'anthropologie théâtrale, l'énergie qui danse. Voilà. Je dois aussi vous souligner que l'ethnocénologie n'est pas à confondre avec les performance studies de Richard Schechner, qui fonde son approche sur les travaux de l'anthropologue Victor Turner. L'ethnocénologie est davantage apparentée, elle, à l'ethnologie-anthropologie, avec laquelle elle partage une méthodologie commune, l'ethnographie. Elle étudie donc les pratiques performatiques ouvrant des domaines assez larges tels que le théâtre, la danse, le cirque, la fête, le carnaval, ainsi que des pratiques liturgiques telles que la possession ou des formes de chamanisme possédant un caractère spectaculaire. Petite parenthèse, fête, théâtre, musique, danse, ce sont des catégories qui, pour la plupart, n'existent pas dans notamment des cultures asiatiques ou d'autres. En tout cas, pour celles que j'ai étudiées. Pour revenir au monastère de Seytchen, ce fut un terrain donc entamé en 2002. Je suis retournée régulièrement en étant témoin du changement du Cham et de son interprétation. Donc, c'était vraiment un terrain long, on va dire plutôt de 12 ans, entre 2002 et 2014. J'ai renseigné tout cela avec des films, des photographies, des témoignages ethnographiques. Et ces observations m'ont conduite à écrire un inédit d'habilitation à diriger des recherches, HDR, en 2014, sur les transformations du rire contemporain, en prenant exemple sur les bouffons Hatsara, des danses sacrées voilà, du Cham, qui, au fil des années, en tout cas, selon mes observations au monastère de Seytchen, se sont transformés parfois en de gentils clowns, là où, au tout début de mes recherches, ils étaient un petit peu plus offensifs, mais c'est aussi des questions d'interprétation, parce que malgré une codification stricte, derrière, vous avez des acteurs, des danseurs, même si ce sont des moines, qui ont aussi des niveaux d'interprétation, et ça peut se voir aussi sur la manière d'effectuer ces danses sacrées. Donc, si cela vous intéresse, hein, notamment sur les Atsara, eh bien, j'ai écrit aussi quelques articles à ce propos, dont un qui est en accès libre sur la revue L'Ethnographie. Ayant été nommé dès 2005 à l'Université Nice, où nous avions développé des formations bidisciplinaires avec des collègues anthropologues, mais également ethnomusicologues et anthropologues de la danse, mes recherches sur les bouffons ont attiré l'attention et j'ai été très vite sollicitée pour travailler sur les pratiques festives et carnavalesques. Bien sûr à Nice, avec son célèbre carnaval, mais également dans le reste du monde. J'ai naturellement ouvert cette réflexion à d'autres aires géographiques et c'est à partir de là que aussi j'ai collaboré avec Gérard Toffin sur les pratiques scéniques et carnavalesques au Népal. Donc, il a publié un article, donc là vous voyez 3 ouvrages
que j'ai publiés. Le premier, c'était Fête, mascarade et carnaval, circulation, transformation et contemporanéité. Donc, vous avez plusieurs articles sur le carnaval de Nice, mais également au Brésil, d'un point de vue historique. Et aussi, donc, il y a un article de Gérard Taufin sur des pratiques carnavalesques au Népal. Ensuite, le second ouvrage que j'ai publié, Tant qu'était en carnaval, méthodologie créative autour d'un plaisir partagé. Alors, il n'est pas du tout question du Tibet ou du Népal ou même des aires asiatiques, mais une question de ma collaboration, notamment, vous avez vu que j'ai fait ça avec Lodwen Moffred, spécialiste du carnaval de Guyane, mais également Monica Falbrun, qui était aussi à la tête d'un ERC dont j'ai parlé tout de suite après sur l'artivisme. Et puis le dernier, pour me faire plaisir, Carnaval-toi, petit guide d'émancipation féministe carnavalesque, signé les Reines Pédoc. C'est un collectif carnavalesque de carnavaleuses, mais avec en fait une écriture créative et surtout voilà, assez inventive et dont toute la base est ethnographique. Voilà, c'est un petit, on s'est fait plaisir, mais j'aime bien en faire la promotion. Donc, cette thématique autour du carnaval m'a permis de collaborer donc avec Monica Falbrun, avec laquelle nous avons co-organisé un colloque international sur les méthodologies de l'enquête de terrain et co-dirigé donc Enquêtant en carnaval, méthodologie créative autour d'un plaisir partagé. Et donc Monica Falbrun, elle a dirigé un ERC donc un programme avec un financement européen important sur l'artivisme. Et j'y reviendrai un petit peu, mais vous voyez déjà l'art, l'intitulé Artivism, Art and Activism, Creativity and Performance as Subversive Forms of Political Expression in Super Diverse Cities. Donc en fait, mes collaborations, même dans le cadre, là où je dis il y a un pas de côté, mais vous allez voir, je vais faire une petite figure tout à l'heure où je reviendrai sur Carnaval et Tibet. Mais en fait, toute cette collaboration a nourri mes réflexions sur mes terrains dans la diaspora tibétaine. Pour autant, malgré ce pas de côté carnavalesque, je n'ai pas abandonné pour autant mes recherches sur les pratiques scéniques tibétaines. Donc, en parallèle de ce terrain, voilà, sur les carnavals, eh bien, je suis partie il y a quelques années, ça date un peu, hein, cette fois en Ando, pour faire une recherche sur la patrimonialisation par l'UNESCO de Guésardeligne. Là aussi, j'ai écrit quelques articles, j'ai fait quelques films. Tout ça n'a pas été malheureusement encore dépouillé parce qu'il y a énormément de choses à dire et à faire. Mais enfin, voilà, pour vous expliquer que j'étais un petit peu sur tous les terrains en même temps. Pour autant, il y a un courant méthodologique qui concerne ma collaboration avec des artistes tibétains qui va se faire grâce, en fait, à la partie militante et activiste pro-tibétaine, et notamment avec l'invitation de l'association Lion des Neiges Mont Blanc qui organise chaque année un Lossard. Et c'est pour eux aussi le moyen d'inviter des artistes tibétains et de sensibiliser le grand public à la cause politique tibétaine. Donc moi, j'y suis allée plusieurs fois, invitée, et j'ai rencontré à cette occasion plusieurs artistes, dont Lobsang Chonsa et Loten Naming, dont je vais parler aujourd'hui en particulier. Lobsang Chonzor, voilà, en fait, j'ai vu pas mal de spectacles tibétains, donc vous l'avez compris, moi je connais le spectacle par la scène, mais bon aussi par les études théâtrales. Et j'avais été frappée par rapport à d'autres spectacles que j'avais pu voir de la présence scénique de Lobsang Chonzor et des techniques du jeu qu'il avait qui m'ont vraiment inspirée et interrogée. Du coup, enfin voilà, on s'est vu plusieurs fois. J'ai fait des entretiens avec lui. J'ai également
enfin voilà, créé vraiment une amitié avec lui et sa famille. Et nous avons aussi organisé ensemble des ateliers artistiques de tradition tibétaine, musique et danse du Tibet, à destination des étudiants en art du spectacle. Donc là, à l'université Nice. Tout à l'heure, je vous montrerai une photo avec les étudiants, mais également à l'université d'Artois à Arras, où j'ai été nommée par la suite en 2019. Et cette année, j'ai organisé aussi des ateliers de pratique artistique avec mes étudiants à l'Université de Paris 8, mais là avec un ensemble, le Boring de Gare France, qui m'a été recommandé par Cyril Mondou. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en fait, voilà, cette méthodologie, je vais commencer à développer autour de la recherche appliquée, c'est-à-dire en collaboration avec des artistes tibétains. Elle naît en fait de ma rencontre avec des associations militantes. Donc, sa maîtrise des danses et des musiques traditionnelles et de son groupe Kiabdulsa m'a inspiré également voilà, un article que j'ai publié dans la revue des cahiers d'ethnomusicologie. Donc là, euh, ce sont quelques photos pour vous montrer. Donc tout à l'heure, on a eu les photos où il est en costume de danse traditionnelle, et puis là, il est avec son groupe en tant qu'artiste, on va dire plutôt dans une catégorie musicale qui s'appellerait Fusion. Voilà, sachant que Margot Liénard et voilà que j'ai un trou de mémoire, le percussionniste, ont aussi la maîtrise des instruments traditionnels. Donc, mais des traditions, pour Margot, le violon du nord de la France, mais aussi des pays du Nord. Et pour, je crois que c'est Julien, et je suis désolée, j'ai oublié son nom là, La Chaleur. Euh, Lui, il fait enfin voilà, il pratique des percussions du Moyen-Orient. Donc là, vous avez la photo aussi avec les étudiants de Nice qui étaient ravis. Là, c'est en 2018 de la participation de Lobsang. Voilà, enfin, ils s'en souviennent encore. Ils m'en parlent quand je les vois, puisque certains sont devenus des professionnels de la scène. Et là, voici l'article que j'avais écrit dans les cahiers d'ethnomusicologie. Donc, cet article, en fait, dans cet article, ils interrogent la création musicale tibétaine en exil, qui, comme vous le savez ou pas, enfin, couvre un large éventail de styles et de pratiques, empruntant au spectacle vivant, aux pratiques rituelles performatives, aux musiques actuelles, pop, folk, rap, hip-hop, contemporaines, donc du rock progressif, de la musique expérimentale, des expériences multimédia. On le voit aussi, je crois que nous avons, alors c'est pas les scènes européennes, mais Tenzin Chogyal qui vient de sortir un album avec Philip Glass. Donc on a toujours ces expériences aussi de musique ultra contemporaine ou musique expérimentale. Et puis il y a effectivement le réseau World ou Fusion. Donc, en fait, le premier constat que j'avais fait, c'est que cette activité musicale est animée de vents contraires, avec à la fois le renforcement de l'individualité créative au contact d'autres univers sonores, ainsi que la célébration d'une identité musicale collective, ciment et fermant des communautés tibétaines en exil, ainsi qu'au Tibet. Donc Lobsang Challenger, pour conclure, pour moi, voguait entre plusieurs mondes, ceux de son appartenance à la communauté tibétaine en exil, en Inde puis en France, avec un statut d'artiste intermittent du spectacle. Son parcours illustrait la reconfiguration des trajectoires professionnelles des artistes en situation de migration et les processus créatifs à l'œuvre dans la musique tibétaine de l'exil. Alors, à la suite de cette publication, Nangma Productions, structure de production-diffusion artistique basée à Valenciennes, où Lobsang réside, m'avait proposé une collaboration artistique pour mettre en scène son histoire personnelle, migratoire, sur une scène de théâtre. Et c'est cette collaboration et le recueil de récits de Tibétains exilés en France ou en Europe, à des fins de théâtre documentaire, qui a posé les bases d'un projet consacré aux
aux diasporas, aux communautés tibétaines. D'autant que dans le nouveau flux migratoire, les nouveaux flux migratoires mondiaux observés, on constate un nombre croissant d'immigrés d'origine tibétaine en Europe et en particulier en France, avec un nombre de réfugiés qui a bondi ces 10 dernières années de 700 personnes en 2008 à pratiquement 10 000 aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, moi j'étais à Nice pendant 17 ans. Après, je suis repartie à Reims. Et entre-temps, en revenant à Paris, j'étais étonnée d'entendre parler tibétain dans le métro. Et maintenant, je vois qu'il y a une scène qui s'organise et qui est extrêmement intéressante. Voilà. Et bien que les phénomènes migratoires absorbent largement l'espace médiatique et politique actuel, les migrants d'origine tibétaine qui viennent majoritairement du Népal, de l'Inde et de la République populaire de Chine passent totalement inaperçus ou sont largement invisibilisés. Et c'est cette mise en invisibilité qui m'interroge, d'autant plus que leur représentant emblématique, le Dalai Lama, fut lui-même très visible sur les scènes médiatiques dans les années 80 et 90 pour disparaître peu à peu, voire même, pour certains médias, tomber en disgrâce ces dernières années. Dans un même ordre d'idées, les luttes et les revendications tibétaines et ouïghours ont été reléguées au second plan dans les médias. Donc, pour revenir à mon étude de cas sur les communautés tibétaines à Paris en particulier, eh bien, on sait qu'il y a une solidarité, une vie communautaire qui anime le quotidien des Tibétains en France, ou même des enfants des premiers migrants. Donc, musique, danse, grande diversité d'expressions artistiques et rituels qui peut agrémenter le quotidien. Donc, on a des pique-niques où on chante et où on danse, des célébrations du Lossar, hein, voilà, où il y a également des chants et des danses, plusieurs festivals du Tibet en France, avec des groupes traditionnels, de nombreuses manifestations pro-Tibet, célébration de l'anniversaire du Dalai Lama, lieux de sociabilisation dans les parcs ou les restaurants, et notamment dans le quartier indien de Paris. Pour les tibétologues, je ne vous apprends rien, évidemment. Des troupes de jeunes Tibétains ou artistes expérimentés se produisent également sur les scènes de cette diaspora. Alors, depuis l'exil, ces circulations, ces flux migratoires ont eu un impact sur les traditions performatives tibétaines qui se réinventent, et d'une part au contact des hôtes des différents pays d'accueil, et d'autre part dans un contexte de diffusion mondialisée. Et voilà, ces traditions sont réadaptées, parfois recréées, réappropriées, et donc on a aussi des nouvelles pratiques performatives. Alors cette fois, issues du bouddhisme tibétain, jusqu'ici secrètes, tantriques, qui sont à présent dévoilées, soit sous forme d'initiation, soit sur les réseaux sociaux. Donc là, vous avez Kalu Rinpoche avec les yogas de Nguma, qui sont voilà, qui étaient tenus pour être des yogas tantriques et secrets. On a des nouveaux formats de transmission qui se propagent via donc les réseaux sociaux, initiation bouddhiste en ligne, retraite en ligne aussi, moyennant quelques euros ou dollars. Méthode de danse traditionnelle, j'ai trouvé des apprentissages de danse de guésard en ligne. Rap à plusieurs voix, moi j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, parce que vous avez en fait, alors, est-ce que ça va marcher? Parce que normalement il y a un lien. Hop. Avec plaisir. Je vous mets juste l'image. En fait, ce qui était intéressant dans ce clip vidéo, alors il date un petit peu, c'est que on a trois Tibétains qui font un très bon rap, voilà, et qui surtout se répondent en fonction de lieux diasporiques.
On en a un qui est aux États-Unis, Tami, Abu Riddo qui est en France et le troisième qui est en Inde. Donc j'ai trouvé que le format était super intéressant. Voilà pour, euh, pour rendre compte en fait de ces activités et cette création et ces nouveaux formats. Donc je continue. Vous avez aussi donc les danses participatives et les cercles de danse comme les gorchés qui se répandent et s'ouvrent au pays des hôtes d'accueil. Et puis quant au centre bouddhiste implanté en Occident, fréquenté jusqu'ici par des Occidentaux convertis, eh bien, ils voient leur taux de fréquentation ont considérablement augmenté avec ces nouveaux arrivants tibétains qui parfois traversent l'Europe ou l'Atlantique depuis leur nouveau lieu d'accueil pour recueillir les bénédictions des maîtres bouddhistes tibétains. Donc, ces pratiques mémorielles et artistiques, ces circulations, appropriation, reterritorialisation questionnent néanmoins. Pour moi, elles interrogent à la fois les modalités d'invisibilisation et de disparition d'une culture et les modes de résistance mis en place par les communautés elles-mêmes hein, pour parer à cet effacement. La production culturelle en situation de migration est ainsi conçue pour être un espace de résilience ainsi qu'un espace de revendication identitaire et de sauvegarde patrimoniale. Les pratiques artistiques, même traditionnelles, peuvent être considérées comme un levier de créativité, un lieu de réappropriation du corps et de la parole, mis à mal par l'expérience de la traversée ou un laboratoire par le geste d'expérimentation, par le geste artistique. Donc, comment s'opèrent ces processus de transformation dans le cadre de l'exil tibétain? Comment la notion de culture tibétaine se réinvente-t-elle dans le cadre de l'exil? Et quels sont les discours qui l'accompagnent? Existe-t-il des dispositifs communs aux diasporas tibétaines en Europe qui favorisent accueil, résilience et résistance via des traditions performatives en itinérance? Comment ces nouveaux imaginaires artistiques hétéroclites produisent-ils un savoir partagé et performatif? Comment les artistes ou les communautés patrimoniales immigrées s'approprient-ils un héritage mémoriel, un récit littéraire, historique, une pratique rituelle pour valoriser, réinventer ces nouvelles formes de patrimoine? Quelles sont les dynamiques esthétiques, sociales et politiques de cette production artistique? De surcroît, pour moi, le statut d'artiste migrant interroge. En Nathalie, effet, tu pourras revenir sur ton PowerPoint? Ouais, merci. voilà. Euh, en effet, en reprenant les termes de Marie Pinceau, qui est éditrice de la revue Hommes et Migration, en introduction du numéro thématique sur l'activisme, euh, qui a été édité par mes collègues de l'Université de Nice, Côte d'Azur, Sarah Andrieux et Christian Rimedo. Donc je la cite. Pour elle, les relations entre migration artistique et mouvements sociaux sont comprises dans une acception très large de l'accueil des migrations jusqu'aux luttes pour les droits de reconnaissance. Alors, elle fait le constat qu'il existe une opposition forte des artistes eux-mêmes à cette catégorie, artistes migrants, comme identité assignée, source d'exotisation de leur œuvre, voire d'une visibilité misérabiliste ou racialisante. Ainsi, les dispositifs d'aide restreignent la liberté créatrice, les marginalisent au sein des institutions d'art, les privant de légitimité et sont renvoyés à une position de subalterne. Elles peuvent également illustrer des dynamiques d'altérisation discriminatoire. Donc, néanmoins, l'hybridation des répertoires culturels artistiques sont très divers au sein des communautés tibétaines, tout comme la contestation de la scène politique vers la scène artistique. Pour illustrer ces débats, en fait, il y a eu un colloque international intitulé Migrer par les arts, qui a été organisé à Lausanne en juin 2023, co-organisé par Alice Atenarius Auvanga, Armel Gaulier, Joanne Manet, Anna Rodriguez et également Monica Falsbrun, qui se proposait d'explorer l'apport des circulations transnationales dans la fabrique
des créations, des pratiques culturelles et artistiques et d'ouvrir la voie aux nouvelles manières de penser les dynamiques d'intégration des artistes dans les sociétés d'accueil. Donc la création en migration a déjà été interrogée par, voilà, je vous donne la référence, Marco Martinello, Nicolas Puig et Gilles Suzanne dans la revue européenne des migrations internationales, donc création, migration, parcours, déplacement et racinement. Euh, Parce que, en fait, ils reprennent l'idée d'un transnationalisme migratoire, d'existence et d'identité multisituée, mentalité et imaginaire pluricontextualisés. Le transnationalisme étant la construction des champs sociaux dans lesquels les migrants créent un lien, imaginaire ou réel, entre leur pays d'origine et leur société d'accueil. Alors, ce ne sont pas tant les communautés qui sont au centre des études, mais bien les pratiques transnationales. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande également la lecture de l'article de Sarah Andrieux et Christian Rinaudot sur les migrations artistiques, un état des lieux, où ils font aussi un état de l'art de tout ce qui a été écrit en sociologie, notamment la sociologie de la culture et des pratiques artistiques. Alors, pour revenir aux scènes tibétaines et pour un peu illustrer le projet que j'ai, excusez-moi, j'ai un peu chaud, et pour illustrer ce nouveau projet, en fait, moi, j'ai décidé de commencer un nouveau projet sur une analyse des migrations en scène. Donc, c'est cette année, puisque cette année, c'est seulement cette année que j'ai été nommée cette fois à Paris 8, et cette fois, je ne bouge plus. Donc, pour essayer de comprendre les enjeux à la fois scientifiques, artistiques et sociaux en termes d'accueil, d'intégration et de résistance culturelle. Et en fait, mon propos, c'est de développer une recherche appliquée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une recherche appliquée? Elle comprend une collaboration avec les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire, moi, je souhaiterais, en fonction de mes observations, donc là, ça fait quelque temps que j'observe, j'ai pris quelques notes, j'ai rien écrit là-dessus, hein, ce sont vraiment voilà un projet de recherche qui débute, mais j'ai néanmoins observé trois modalités de production qui m'interrogent et enfin, que j'aimerais développer, puis même avec vous si ça vous intéresse. Donc la première, ce sont les traditions performatives des réfugiés tibétains, continuité, adaptation et transformation, puisque effectivement, ces dernières années, j'ai constaté que des groupes musicaux et des associations se regroupent par aire géographique tibétaine selon les provinces historiques, Amdo, Kham, Ulsan. Et donc voilà, j'étais interpellée par ça. Et donc, pour donner à voir et entendre des airs et des danses traditionnelles, à la transmission intergénérationnelle collective s'ajoutent également des initiatives individuelles d'artistes qui reprennent des répertoires traditionnels en instaurant une hybridité des formes musicales traditionnelles. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Lobsang Chongbor, mais évidemment, il n'est pas le seul. Hein, avant lui, d'autres artistes tibétains l'avaient fait, notamment chant tibétain et breton, luth tibétain et violon. Et il y a d'autres exemples. Comment s'organise en fait cette transmission des répertoires traditionnels dans le cadre de l'exil en France et en Europe? Quelle est la réception du public? Qui sont les publics? Quels sont les réseaux de diffusion? Alors, je sais que sur la partie tibétaine, nous sommes quelques-uns à travailler dessus, et j'avais essayé de tenter de donner une première réponse lors de cet article consacré à Lobsang Chongbor. Mais je vois que en fait cette scène, elle évolue très vite et c'est ça qui est intéressant. Donc la deuxième modalité de production pour moi sont des scènes contemporaines. Donc l'exemple qui n'a pas marché tout à l'heure sont l'exemple du rap, du hip-hop, théâtre et danse contemporaine. Mais là, je n'ai pas encore assez de matière pour cela. Euh, ce que l'on constate, c'est que évidemment la révolution numérique globalisée, avec la circulation et la transmission, la visibilité, permet effectivement des créations intéressantes, des croisements en termes de musique
Tout à l'heure, je parlais du rap, du folk, du Bollywood, mais nous avons aussi la K-pop. Donc voilà, ça intéresse. Enfin, je trouve ça intéressant puisque ça a un effet aussi sur l'entretien de la mémoire des musiques traditionnelles, de ces pratiques et parfois des réinventions. Donc la fréquentation de ces nouveaux horizons artistiques, elle pourrait faire un renouvellement des langages artistiques. Donc là aussi, quels sont ces réseaux de diffusion? Comment ça se fait dans un réseau national, voire international, voire transnational? Est-ce qu'il y a toujours un entre-soi ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformisation aussi? Mais ça, voilà, ce sont des questions qui restent ouvertes, et notamment dans un contexte de globalisation et mondialisation. Pour autant, ces nouvelles productions sont-elles un levier d'intégration dans les pays d'accueil? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse en faisant cette recherche-action, c'est quelles sont les trajectoires, les récits et les expériences individuelles des artistes. Enfin, troisième point, troisième production qui m'intéresse sont les pratiques somatopsychiques, yoga, techniques méditatives et bouddhisme en ligne. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai commencé mes études en étudiant en fait le Cham du monastère de Seychelles. Et donc, dans le cadre, enfin voilà, dans le cadre de ces études-là, je vois qu'il y a aussi une dimension thérapeutique, des techniques somatopsychiques issues du bouddhisme tibétain, tout comme les techniques de méditation ou dites de pleine conscience, des techniques de well-being, de care ou de médecine intégrative. Alors, ça a été largement commenté, développé, approprié dans le domaine de la santé en Occident. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles s'inscrivent dans un terreau qui a été vraiment propice à, enfin, à la propagation du bouddhisme en Occident à partir des années 60-70. Et puis la crise sanitaire du Covid-19 a vraiment développé un nouveau marché du bien-être organisé par les Tibétains eux-mêmes. Donc voilà, et qui se développe, tibétain laïque ou non, et qui se développe autour de ces techniques, yoga tantrique, dévoilé, massage tibétain, méditation en ligne. Et ce faisant, elle renforce l'idée d'un Tibet spirituel propre à remédier aux maux du monde grâce à ces technologies mentales. Donc là aussi, j'ai rencontré quelques personnes voilà, qui m'intéressent, comment s'organise ce marché, quels sont les acteurs et comment instaure-t-il un dialogue ou non voilà, entre différentes pratiques dans le domaine de la santé. Donc, vous allez me dire, c'est bien, tout ça est bien ambitieux, mais effectivement, c'est un champ de recherche que je compte établir sur plusieurs années. Alors, je reviens à mon idée de recherche appliquée et pour vous expliquer un petit peu mon cadrage méthodologique. Donc, elle désigne ici plusieurs stades d'implication des réfugiés ou des demandeurs d'asile dans la production des données. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'établir une typologie des pratiques artistiques et rituelles dans l'intimité et la proximité des acteurs et actrices et artistes de ces représentations. Donc, j'ai été très inspirée par le projet Artivism de Monica Salzbrunn, avec des méthodes mises en place. Alors là, je la cite à propos d'un article qu'elle a écrit sur l'empowerment dans la mise en scène de soi. Et en cela, elle rejoint aussi un autre type, alors là, d'ethnomusicologie appliquée, telle que l'a développé l'ethnomusicologue Nicolas Prévost sur le patrimoine musical des Nantériens. Il a fait un programme de collectage, d'archivage, d'organisation d'événements culturels et de diffusion de la recherche via un site web et des web documentaires. L'autre point aussi qui a motivé cette entrée méthodologique, c'est que j'ai été sollicitée à plusieurs reprises par des Tibétains pour soit l'écriture d'un spectacle, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'organisation de festivals en partenariat avec des festivals de musique, de scène et de danse du Tibet, ou même la diffusion de photographies qui avaient été prises par un nomade tibétain en Amdo. Donc là, je me suis dit, c'est bien puisqu'on peut vraiment faire une recherche appliquée et qui concrètement, en fait, s'illustrer de plusieurs manières grâce à des enquêtes immersives et collaboratives
avec les populations, avec les Tibétains concernés, évidemment, avec les artistes, collecte de données par l'enquête de terrain, production d'outils de diffusion de transmission, production de films ethnographiques, avec le recours aux outils de l'anthropologie visuelle et un apport documentaire important, co-organisation d'un festival, et puis aussi des échanges entre les disciplines, notamment avec l'organisation de journées d'études, de colloques internationaux. À ce propos, il y en a déjà une qui va avoir lieu à l'Université de Paris 8 le 28 novembre, en présence du poète tibétain Jangbu et de quelques collègues tibétologues, et aussi de groupes de musiciens tibétains, voilà, plus jeunes, qui sont venus donner un atelier à Paris 8 à mes étudiants. Ils avaient à peu près le même âge, et voilà, l'interaction qui s'est produite était formidable. Alors, j'aurais pu vous montrer un extrait de cet atelier. Vous le trouverez sur Instagram, parce que là, je crois que de toute façon, ça ne marchera pas si je partage ça, mais là aussi, je pourrais vous envoyer des liens sans problème. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont à éclairer là des enjeux en fait patrimoniaux en itinérance, afin de comprendre les processus d'invisibilisation et de stratégie justement de visibilité de ces artistes. Alors, j'en viens un peu au cœur de ma présentation, et en fait vous donner un premier élément de- d'études que j'ai faites. Euh, Là, ça renvoie aussi à la photographie servant d'illustration pour cette conférence. Euh, donc là, j'ai été appelée par l'OTEM Nami quand il est venu à Paris en août 2025 pour me dire qu'il était en train de faire une performance dans un salon de tatouage parisien. Et là aussi, c'était intéressant. Donc, bah, j'y suis allée, j'ai fait un petit film, j'ai pris des notes, j'ai fait des entretiens avec lui. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que alors, il a vraiment fait une performance, mais comme le font des artistes occidentaux, et notamment, je pense à Marina Abramovic, qui, enfin voilà, ce sont des performances sur le corps, et il s'est fait là tatouer en fait 159 flammes sur le corps, sachant que bah, c'est extrêmement douloureux de se faire tatouer, et notamment se faire tatouer sur le torse ou les mollets. Donc, le Tam Lanning, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un artiste tibétain en exil. Il est né en 63. Il vient de Suisse. Donc, les 159 flammes représentent 159 Tibétains décédés par immolation. La séance de tatouage a été diffusée en streaming sur Facebook, entrecoupée de performances et de discours politiques. Hop. Et là, vous entendez rien? Non, toujours rien. Non. Bon, bah tant pis, on va passer à l'autre. Mais ça, vous pouvez le retrouver sans problème, soit sur la page Facebook de Longtime Naming, soit sur YouTube. Euh, donc, il a dans sa performance à la fois très politique, et puis aussi avec chant, musique, poésie traditionnelle tibétaine. Il a rendu aussi hommage à un autre artiste tibétain exilé, Chungpo Tsering, né en 79, décédé en 2024, qui venait de décéder. Et alors, Chungpo Tsering, pour le dire rapidement, lui, il avait ouvert une première galerie d'art contemporain tibétain au Népal, qui se voulait un lieu d'échange artistique et politique. Il a vécu à New York, en Californie, en Inde et à Prague, et il faisait des installations d'art contemporain, parmi lesquelles figure un extincteur, symbole des Tibétains immolés, sur lequel est inscrit le mantra Om Mani Padme Hum. Et là, on le voit sur la photo. Donc, il y a en fait des hommages à d'autres artistes tibétains, et donc dans une perspective vraiment qu'on peut qualifier d'artiviste.
Et donc là, on le voit posé sur la première photographie. Et ce qui est intéressant avec Longten Namling, c'est que c'est un musicien, archiviste de la diaspora tibétaine. Il incarne à la fois la tradition et un esprit d'ouverture avec beaucoup de collaborations musicales avec des groupes, alors des groupes de métal comme Sepultura, un groupe de rock en Suisse, Paulo Carpo, des musiciens de jazz, de la fusion. Euh, la performance en août 2025, elle est en fait dans la continuité d'un documentaire qui a été produit en 2015, intitulé Tibetan Warrior, où il décide de traverser la Suisse à pied avec un cercueil qui symbolise les Tibétains immolés. Voilà. Après, c'est le récit de son voyage jusqu'en Inde où il va rencontrer plusieurs figures du militantisme tibétain. Je le répète, les séances de tatouage vont durer 2 jours entre douleurs physiques, mollets, torse sur les bras, performances musicales, récitation de poèmes, et aussi des entretiens donnés à des journalistes de la communauté tibétaine, notamment Voice of Tibet. Donc, ces performances s'inscrivent dans une dynamique contemporaine au croisement de la tradition tibétaine telle qu'elle est transmise en exil et une profonde contemporanéité avec le happening, la performance et l'utilisation des réseaux sociaux comme vecteur de présentation artistique et politique. Habitué des scènes traditionnelles, Lothar Lanning, outre ses hybridations et expérimentations musicales, se produit également dans d'autres petites salles de concert en France, à l'invitation d'autres musiciens exilés tels que Thierry Mandou, Dundum Kassam, qui est lui arrivé, voilà, fraîchement arrivé, et qui est aussi professeur de musique traditionnelle pour les classes des Tibétains exilés. Et ces petites scènes traditionnelles bah, se diversifient et là c'est bien puisqu'il y a plusieurs générations de Tibétains exilés euh, voilà, que l'on voit. Alors j'avais aussi encore un petit extrait musical, mais c'est pas grave. Là aussi, le lien arrivera plus tard. Alors, sur la notion d'artivisme, évidemment, elle est moins revendiquée chez les artistes tibétains que dans d'autres champs. L'artivisme, on le trouve beaucoup, alors chez notamment les féministes, hein, cette notion d'artiviste vient notamment avec les femmes, l'artivisme queer, les mouvements autochtones, ou même dans l'art, la culture palestinienne. Et vous avez d'autres exemples, hein, bien sûr. Mais en revanche, les phénomènes que le mot désigne, c'est-à-dire l'usage de l'art comme forme d'action politique et de résistance culturelle ou de mobilisation diasporique, sont très présents dans les diasporas tibétaines où l'art a plusieurs fonctions simultanées: préservation de la culture, transmettre une mémoire, rendre visible la cause tibétaine, produire une cohésion diasporique, agir diplomatiquement ou contourner certaines formes de censure ou de marginalisation. Les pratiques artistiques peuvent fonctionner comme actes politiques et c'est exactement le terrain où la notion d'artivisme devient pertinente. La rencontre, l'intersection, le croisement des techniques et des esthétiques scéniques peuvent s'avérer extrêmement hétérogènes en proposant des relectures inventives de la tradition grâce aux interactions avec les circulations des esthétiques globalisées. Dans les diasporas tibétaines, la préservation performative du patrimoine agit comme une pratique artiviste de visibilité, de mémoire et de revendication identitaire. Les artistes tibétains diasporiques européens développent des formes d'artivisme où la performance culturelle devient simultanément transmission, mémoire, diplomatie et résistance. Alors, à ce titre, et un peu pour faire la boucle et le clin d'œil avec mes études sur le carnaval, il y a 3 jours, euh, une manifestation organisée enfin, où le bureau du Tibet à Berlin et l'association du Tibetan Institute of Performing Art vient de remporter, alors hop, c'est pas là, vient de remporter le prix du Carnaval des cultures à Berlin. Donc en fait, il s'agit de processions carnavalesques et performatives des communautés. Et là, en fait, bien, vous voyez la procession à Berlin
avec les artistes du Tipa et la figure du Dalai Lama derrière. Donc voilà, prix du Carnaval et Culture. Donc vous l'aurez compris, cette recherche, grâce à l'approche ethnosénologique, permet de déceler les logiques communes des créations et des processus qui structurent ces mouvements artistiques. Elle interroge et renouvelle la notion de tradition en situation de migration comme support de création, au-delà des visions normatives du passé. Ces réappropriations créatives formulent la notion de patrimoine dans sa dimension mouvante, dynamique, insaisissable. Elle est également pensée comme une contribution à l'inventaire des patrimoines immatériels en itinérance. Je vous remercie.